Où est-ce qu'elle sera petite? Et puis où est-ce qu'elle sera grande? D'accord. Là, elle sera grande et là, elle sera petite. Bon, alors on le fait? Oui. Voilà. Est-ce que c'est juste? Bien. Maintenant, dis-moi, la ficelle, depuis ce bout-là jusqu'à ce bout-là, est-ce qu'elle est encore la même chose longue que celle-là ou est-ce qu'elle n'est pas la même chose longue que celle-là? La même chose longue que celle-là. Elle n'est pas la même chose longue que celle-là. D'accord. Et si celle-là, on la remet comme elle était avant, comment ce sera si on tire de nouveau ici? Celle-ci sera comme celle-ci. Celle-ci sera comme celle-ci. Et puis où est-ce qu'il y aura un grand côté? Là. Oui, et où est-ce qu'il y aura un petit côté? Là. D'accord. Alors on tire, comme ça. Et puis maintenant, la ficelle depuis ce bout jusqu'à ce bout. Est-ce qu'elle est la même chose longue que celle-là? Oui? Oui. D'accord. Et si on tire encore une fois? Voilà, comme ça. Est-ce qu'elles sont la même chose longue toutes les deux? Non. Non. Disons maintenant quelques mots des structures. J'entends par là des systèmes de transformation exécutés par le sujet, donc le prolongement des actions du sujet, mais de transformations qui peuvent se composer entre elles et donner un système fermé. Exemple, une classification ou bien une sériation dont vous verrez tout à l'heure un exemple expérimental, ou bien une table à double entrée, ou tout ce que vous voulez. Et pour ce qui est des opérations, je les définirai comme des transformations ou actions du sujet et qui peuvent être retournées, qui sont réversibles. Exemple, l'addition, dont l'inverse est la soustraction. Or, nous avons étudié longuement les structures dès les stades des avant-langage et surtout chez les anglo-saxons, c'est que la structure n'existe que dans l'esprit de l'observateur, du psychologue, et que la structure n'est pas comme telle dans l'esprit de l'enfant. Eh bien, à cela, j'ai une réponse qui me paraît bonne, c'est que je définis la structure comme étant ce que l'enfant sait faire et non pas ce qu'il en pense. Il ne fait pas du tout lui-même une théorie de la structure, bien entendu, mais il exécute des actions et nous constatons, nous, que ce qu'il sait faire dans ces actions est bien coordonné et surtout que cela lui permet d'en tirer par déduction des conséquences auxquelles il n'avait pas pensé, comme nous allons le voir tout à l'heure à propos de la sériation. Autrement dit, la structure, c'est en fait un ensemble de pouvoirs coordonnés que le sujet a acquis et dont le théoricien peut formuler les lois d'une manière abstraite, mais dans l'esprit de l'enfant, ça n'a rien d'abstrait, ça n'a même rien de théorique, c'est l'ensemble de ces pouvoirs coordonnés entre eux. Nous allons constater, d'abord voir comment se constitue une structure qu'est la sériation. Regarde, Barbara. C'est des bâtons? C'est d'accord que c'est des bâtons? Oui. Ça fait comme un escalier? D'accord? Alors, je vais te donner ces bâtons-là et tu vas essayer de me les mettre ensemble pour que ça fasse un escalier. Hein? Tu les mets là, d'accord? Voilà. Regarde un petit peu. Les jeunes enfants, antérieurement aux opérations, au niveau préopératoire, se bornent à faire des couples, des petits et des grands. Et le premier des sujets que vous allez voir, Barbara, à 3 ans, 6 mois, ne se borne à disposer ses bâtons qu'en petits et en grands. Les petits vont là? Puis les grands? Là. Alors tu les mets. Tu peux les montrer encore une fois? Plus fort. Les grands ici, les grands ici, les grands ici, les grands ici, les petits ici. Oui, mais c'est très bien. Tu as mis les grands ici, puis les petits ici. Très bien.
Mathieu, qui a 6 ans, 5 mois, aboutit par tâtonnement, par essai-erreur, à une sériation correcte, en partant du plus grand pour arriver au plus petit. Il n'a pas un programme au moment où il commence à construire sa série. Il se rapproche donc de la structure sans l'avoir encore atteinte. Très bien. On est fini. Comment t'as fait? Je suis pour la plus petite jusqu'à la plus grande. Elle est où la plus petite? Celle-ci? Celle-ci. Puis la plus grande. Celle-ci. Oui. Je vais d'abord voir se mettre debout pour voir si lequel est le plus grand. Tu peux me dire comment tu as fait? J'ai d'abord regardé lequel était le plus grand. Puis après? Puis après, j'ai nouveau regardé lequel était le plus grand encore. Puis après? Puis après, j'ai vu que ça faisait un escalier. J'ai vu que là, il était plus grand. Alors, j'ai mis celui-là après. Puis voilà. Catherine, qui a 9 ans, elle, possède la structure. Elle emploie une méthode opératoire pour la construire. Elle dit, j'ai regardé lequel était le plus grand, et puis ensuite, lequel était encore le plus grand, et ainsi de suite. Elle prend toujours le plus grand de tous ceux qui restent. Autrement dit, dès la construction de la série, elle aboutit à une méthode exhaustive sans avoir besoin de tâtonnement. Eh bien, de cette conquête d'une structure, elle peut tirer des conséquences nouvelles auxquelles elle n'avait jamais pensé. Combien de bâtons y a-t-il qui sont plus grands que celui-là? 7. 7, tu les as vite comptés, hein? Ouais, j'ai fait 3 plus 4. J'ai regardé. Combien de bâtons est-ce qu'il y a qui sont plus petits que celui-là? 7 aussi? 7 aussi, comment tu sais? Parce que... T'as pas compté quand Non, j'ai pas compté. Mais c'est facile à savoir, puisqu'il y en a 7 dans ce sens, puis c'est facile, il y en a 7 dans l'autre, puisque ça c'est le même, c'est la même chose. Comme vous venez de voir, on lui demande combien il y a d'éléments plus grands que le plus petit, et elle les compte, et ensuite on cache et on lui demande combien il y a d'éléments plus petits que le plus grand. Elle n'a pas besoin de les compter, elle déduit tout de suite que ce sont les mêmes, et elle répond 7 comme elle avait compté 7 dans l'autre sens. Ben, vous voyez ici la structure qui n'est pas simplement une construction d'une organisation sériale, mais qui en tire des conséquences auxquelles l'enfant n'avait jamais pensé, puisqu'on ne lui avait jamais posé cette question. Autrement dit, la structure est source de pouvoir déductif, tout en étant essentiellement, comme je l'ai dit à l'instant, l'ensemble de ce que l'enfant sait faire, et non pas l'idée qu'il s'en fait. Tu vois, maintenant, j'enlève cela. Bon. Voilà. Ça fait un plus petit escalier. Ça fait un plus petit escalier? Oui. Et c'est un grand, c'est le moyen, c'est le petit. C'est le petit. Celui-là, il est comment? C'est le plus grand? Oui. Combien il y en a qui sont plus petits que lui? Tu peux le compter? 4. 4? Oui. 4 qui sont plus petits que le plus grand? Non, 3. 3? Et puis celui-là, c'est le plus petit? Oui. D'accord. Dis voir, Renaud. Combien il y en a qui sont plus grands que lui? 1. 1? Je vois pas. Tu vas pas. Tu peux me dire sans voir? Je sais pas. Je sais pas, alors on va les compter. Combien il y en a qui sont plus grands que lui? Que celui-là? Tous. Vous constatez au contraire que le jeune sujet qui s'appelle Renaud et qui n'a que 4 ans
est incapable de répondre à cette question dont la réponse nous paraît si évidente, elle apparaissait à Catherine. Il ne comprend pas, même qu'il n'y a que 4 éléments dans sa sériation, qu'il y a 3 plus grands que le plus. Si les connaissances ne sont pas préformées, ni dans l'objet, comme le croit l'empirisme, ni dans le sujet, comme le croit l'innéisme, il y a alors construction successive. Et le développement de l'intelligence, à cet égard, apparaîtra comme une série de constructions qui prolongent l'embryogenèse, qui prolonge l'épigénèse, la formation de l'organisme lui-même. Ces constructions successives, et par le fait même qu'elles sont successives, marquent alors une série de paliers hiérarchiques que nous appellerons des stades. Et en gros, nous pouvons, des stades, ou si vous préférez, des niveaux. En gros, nous pouvons distinguer 4 grands stades. Les premiers se manifestent avant le langage, c'est le niveau de l'intelligence sensorimotrice. Ensuite, c'est le niveau des premières représentations avec l'aide du langage, mais sans encore atteindre les opérations au sens que nous avons défini tout à l'heure. Ce sera la période préopératoire, dont vous venez de voir des exemples à propos de la sériation avant que l'enfant atteigne l'opération. Ensuite, nous avons le niveau des opérations que nous appellerons concrètes parce qu'elles portent sur des objets manipulés ou manipulables pour l'enfant. Et puis finalement, il y a un niveau supérieur où l'enfant peut raisonner sur des hypothèses aussi bien que sur des objets et que nous appellerons les opérations formelles. Eh bien, pour étudier ces stades, nous présentons à l'enfant des séries de petits problèmes. Problèmes de série, comme on l'a vu, problèmes de volume, comme vous allez le voir dans des expériences tout à l'heure. Mais ces problèmes sont absolument nouveaux pour l'enfant. Il n'y a jamais réfléchi. Avant de se trouver face à un psychologue, il ne s'était jamais posé ces questions-là. Alors on pourrait s'attendre à ce que les réponses de l'enfant soient d'une infinie diversité, soient absolument multiples, dispersées, et surtout soient inventées ad hoc dans chaque situation particulière, par chaque sujet particulier. Eh bien, ce qui est au contraire d'étonnant, et cet étonnement, je l'ai depuis 50 ans que je travaille dans ce domaine, ce qu'il y a d'extraordinaire, c'est qu'aux mêmes âges, des enfants d'un même milieu, j'entends par milieu la collectivité adulte, les enfants d'un même âge, en gros, donnent toujours les mêmes réponses. Il y a une convergence étonnante. Et puis, d'autre part, par exemple, ce que vous avez vu sur la sériation, vous pouvez le voir chez tous les enfants préopératoires, etc. Et puis, le second fait très surprenant, c'est que on retrouve, il y a des différences donc d'un âge au suivant, mais on retrouve toujours le même ordre de succession. C'est-à-dire que ces stades sont séquentiels, il faut passer par l'un pour pouvoir arriver au suivant. Bien entendu, les âges peuvent varier d'un milieu social à un autre, et on a fait de multiples expériences de psychologie comparée dans des sociétés toutes différentes des nôtres. On a étudié nos stades en Afrique, on les a étudiés chez les Indiens d'Amérique du Nord, en Asie, etc. C'est toujours la même succession. Les âges peuvent varier suivant le milieu. Prenons un exemple de variation, ce sont les recherches faites en Iran. Chez les petits écoliers de Téhéran, les âges sont les mêmes que chez les petits écoliers de Genève. Tandis que les mêmes questions posées à de petits analphabètes de la campagne ou de la montagne donnent des réponses qui sont en retard d'environ 3 ans par rapport aux citadins